Bonjour, bonjour, donc aujourd'hui nous allons papoter un petit peu autour du troisième épisode de Skeleton Crew. Donc moi je suis Cyborgien et si je fais ces vidéos c'est pour essayer de transmettre un petit peu, partager un petit peu de ma passion. Troisième épisode de Skeleton Crew. Alors, on avance bien dans l'intrigue, ça c'est un bon point. On avance bien dans l'intrigue. Donc c'est bon, l'action est lancée, c'est pas un honneur, c'est pas un filler, c'est rien de tout ça. On est bien dans la même lignée que les deux précédents, donc là, l'intrigue avance bien, l'histoire avance bien, il y a plusieurs éléments qui apparaissent et qui font avancer le public, ça, pas de souci. D'ailleurs, le synopsis se résume à un mystérieux inconnu propose d'aider nos héros, mais c'est sans doute pour éviter de dévoiler, de révéler les éléments en question. Il y a plusieurs éléments qui apparaissent dans l'intrigue par rapport aux enfants, par rapport aux Goonie-like dont je me moquais un petit peu la semaine dernière. Et là, rien, on voit poindre à un autre intérêt. Que le mystère introduit dans les premiers épisodes déplace un petit peu à un autre mystère. Donc il y a un petit peu un double mystère dans cette QV. Alors le premier mystère c'est comment est-ce que les gamins vont revenir dans la planète natale. Et le deuxième mystère c'est mais qui est le personnage incarné par Jude Law. Et parce que là j'avoue je n'ai pas vu venir le truc. C'est que Jude Law, le personnage incarné par Jude Law, alors j'ai pas vu beaucoup d'annonces à ce sujet. Alors je me demande si, est-ce que c'est moi qui n'aime pas fait gaffe aux annonces. Genre, est-ce que c'est, il y a eu des rumeurs par rapport à son personnage et j'ai pas du tout suivi les rumeurs, du coup la surprise est totale. Soit il y a vraiment un mystère autour du personnage, ils ont pas tout dit au moment de la promo et bah c'est bien, du coup le mystère est entier et donne un appétit pour suivre la QV jusqu'à la fin. Oui, parce que le personnage est incarné par Jude Law. Alors au premier abord, il me faisait penser à un Jedi, mais un peu plus Obi-Wan Kenobi façon Ewan McGregor, on sent la même vibe en lui, c'est-à-dire on sent le côté, ok, c'est un Jedi, mais il est un peu plus habitué au bas-fond en fait, il y a un petit côté hors la loi. C'est comme ça que je comprends quelques scènes dans la prélogie. Alors c'est pas qu'il est un habitué, c'est qu'il connaît ses lieux. C'est pas un moine strict au sensus, c'est un moine qui suit les règles du conseil des Jedi, au point de pouvoir donner des leçons de morale à Anakin, pas pour rien s'il se sent comme chez lui dans Tatooine, quoi. Alors que là, avec Jude Law, on a un personnage qui est un petit peu plus proche de Han Solo, je dirais. Un petit côté plus hors la loi que le Jedi. Oui, il a des pouvoirs, mais il est habitué à aller à tôle. C'est pas pour rien si les gosses le retrouvent là, quoi. Ce qui donne quelques indices sur à quelle époque se situe Skeleton Crew. Ouais, parce que là, je vous avoue que sur les groupes Facebook, là, chacun essaye de trouver des éléments pour permettre de caser dans la chronologie des 9 films, j'insiste, pour essayer de caser Skeleton Crew, et c'est un casse-tête pas possible. Oui, parce que chacun va disséquer chaque élément à l'image, chaque, pas caméo, mais chaque easter egg, chaque référence, chaque dialogue, pour essayer de caser quelque part la série sur les 9 films. Sinon, histoire de vous donner une idée sur la richesse de cet épisode-ci, c'est que y a pas mal de personnes qui ont trouvé un point commun entre Skeleton Crew au début, avec un animé de Disney qui s'appelle La Planète au Trésor. Alors, en VF, je crois que ça s'appelle La Planète... Oui, en VF, ça s'appelle La Planète au Trésor, un nouvel univers. Alors, La Planète au Trésor, moi, il est sorti en 2002. Alors moi, je vous avoue, je l'ai snobé à l'époque. Parce que je crois que, alors, si ma marée est bonne, j'étais en fin lycée, début fac, ou alors la fac, tout court. Parce que j'ai pas vu au Cinoche, hein, vous avoue direct, j'ai pas vu au cinéma. Ah, je crois que je devais être à la fin du lycée. 2002. Oui, parce que ce film sortait après Pocahontas, mais largement bien après. Et moi, j'ai été en mood. Bon, bah voilà, Disney c'est fini, ils sont en train de. Donc, il est navet. Pocahontas, moi, j'ai pas aimé du tout. Ça fait un bid. Bon, en tout cas, ça a fait un échec en fait, je crois. Je me souviens bien, le film a été charrié parce que c'était le premier beat de chez Disney, en tout cas le premier film d'animation qui n'en rencontrait pas le succès escompté. Après les cartons de La Petite Sirène, de La Belle et la Bête, d'Aladin, je crois. Donc il y avait un effet de... Oui, bon c'est bon, ils ont perdu leur recette, ils ont perdu la formule magique, ils ont perdu leur mojo. Et pour moi, la planète trésor, ça correspondait à ce moment-là. Il me semble que Pixar c'était pas très loin. Il faudrait que je vérifie dans les dates, mais il me semble qu'on a 2-3 ans près, il y a Pixar qui débarque. Enfin bref, la planète au trésor, je ne connais pas du tout. Il a fallu que je m'en renseigne et je dois avouer que il y a que quelques bribes de scénario, d'idées qui seraient plutôt ouais, on pourrait le rapprocher de Skeleton Crew au début.
Ça, c'est un fait. Parce que le synopsis de La planète au trésor, c'est le suivant. C'est Jim Hawkins, un garçon de 15 ans, vit paisiblement avec sa mère dans une ville portuaire. Un jour, il tombe sur un homme gravement blessé, mais il ne peut le sauver d'une mort certaine. L'homme, du nom de Bill Bones, lui remet un orbe précieux qui contient une carte. Celle-ci mène à un fabuleux trésor de pirates, le légendaire butin des 1000 mondes. Le docteur Doppler organise rapidement une expédition à bord du LRC Legacy, un magnifique galion de l'espace. Jim entreprend ce fantastique voyage comme mousse, grâce au conseil bienveillant de son ami John Silver, le charismatique cyborg cuisinier du navire. Le jeune garçon devient un talentueux navigateur. Il affronte avec les autres membres de l'équipage les supernovas, les trous noirs et les terribles tempêtes du cosmos. Mais il découvre bientôt que son vieil ami Silver est en fait un pirate qui complote une mutinerie. Oui, d'un côté, un jeune homme organise une expédition et rencontre le milieu de la piraterie. Ouais, là je reconnais, il y a un point commun énorme avec les épisodes actuels, là, mis en ligne là, de Skeleton Crew. Même si dans le visuel, je rapprocherai plutôt La planète au trésor de Albator. Ouais, parce que le navire d'Albator, le galion de l'espace quand même, là, il n'y a pas d'équivalent dans Star Wars. Même ici, avec Skeleton Crew. Par contre, dans La planète au trésor, c'est un autre délire. Et il y a une scène qui m'a fait penser à une série qui est devenue un film ensuite, qui mélange pas mal inspiration western et space opéra, donc cadre bien avec Star Wars. Alors, la série s'appelle Firefly, le film Serenity Ultime Rebellion, dans une scène où, alors, sans spoiler ni le film ni l'épisode, oui, alors quand je dis scène, ce serait plutôt une ambiance en fait, parce que la série et le film se focalisent avant tout sur un groupe de marginaux, en tout cas de personnes qui évoluent en marge d'une structure légale pour mener ces aventures, dans un contexte de space opéra. Ben voilà, sinon que dire, c'est que je suis agréablement surpris par ce segment-ci. Je m'attendais pas à être vraiment chopé par cette fiction-là. Le premier m'avait un petit peu échaudé parce que du coup je me suis retrouvé un petit peu en... Je sais pas trop à quoi m'attendre avec cette série-là. Alors j'avais beau essayer de bouquiner, rapprocher ça d'autres mouvances, d'autres tendances, facettes de Star Wars. C'est quand je vous ai expliqué que pour l'aventure The Hot, par exemple, et la bataille d'Endor, ben, on était tout à fait dans ce cadre-là. C'est-à-dire Star Wars mais pour un jeune public. Ben, là on est dedans encore. Mais il y a d'autres récits qui viennent dynamiser l'action. Quand je pense à Pète au trésor, c'était un récit, l'île au trésor, mais pour les jeunes enfants. Là, on est en plein dedans, par exemple. Enfin, là, je vais pas essayer de tirer des fils sur la comète, parce qu'au final, je me demande vraiment qu'est-ce que les auteurs tentent de faire avec cette série-là. Avec tous les éléments qui sont à leur disposition, je me demande vraiment, mais qu'est-ce qu'ils comptent en faire? C'est vachement intéressant. Parce que là, au niveau du positionnement chronologique, ouais, il n'y a aucun rapport entre eux et le Mandoverse. Il n'y a aucun rapport entre eux et Andorre. C'est vraiment un truc à part. Clairement, il y a un fil rouge, un petit point de départ qui n'a rien à voir avec les opus précédents. Ça pourrait être vu comme une sorte de charge de leur part, c'est-à-dire tu dois faire un truc qui ne doit pas être en contradiction avec les autres. Moi, je prends ça comme une liberté. C'est oui, la saga Star Wars, limite la franchise, comme vous voulez, le lore de Star Wars est suffisamment riche pour se permettre des petits écarts de temps en temps. La saga Star Wars, elle est sur plusieurs générations, hein. On voit Anakin, ado, et donc on voit les petits-enfants de Leia et Solo plus tard. Donc ça regroupe, ouais, sur 40-50 ans, je dirais. Donc il y a ce genre de petite aventure entre les périodes, c'est ce qui est sous-entendu. Ouais, c'est possible, c'est cohérent, il n'y a pas de souci à se faire. Il faut simplement que quelqu'un supervise l'ensemble. C'est le défaut d'une univers étendu en roman ou en comics, je sais pas quoi, c'est que personne supervisait vraiment le truc et du coup, tous les fans se demandaient est-ce que c'est canon ou c'est pas canon? Est-ce que c'est en contradiction avec les romans, en contradiction avec les jeux vidéo? Euh, Là, ça a l'air d'être le cas. Parce que c'est ma plus grande surprise, c'est d'avoir été chopé par la fiction en fait. D'avoir été captivé par tout un univers, par les personnages. Les personnages sont légèrement plus attachants. Alors, il y en a beaucoup plus que dans les premiers épisodes, mais là, ils sont moins tête à claque, je trouve. Je pense aux gamins où j'avais un petit peu du mal avec un ou deux, et finalement, non, ça va. Il y a peut-être un défaut, c'est... Alors, il y a un ou deux personnages longuement présentés dans le pilote. Il me semble qu'il est vraiment mis à l'écart dans celui-ci.
j'ai pas souvenir qu'il y ait au moins eu une réplique. Là, c'est peut-être un défaut. Mais sinon, pour le restant, il y a suffisamment de rebondissements, l'action est suffisamment bien amenée pour ne pas voir du tout le temps passer. Et moi, je trouve que c'est bueno à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est Skeleton Crew, le troisième épisode. Ouais, c'est largement validé pour ma part, largement. Je m'y attendais pas grand-chose et finalement, je suis surpris. Donc à voir pour la suite des événements si bah, ça continue dans cette trajectoire-là. Donc voilà, c'est The Skeleton Crew, troisième épisode. La vie il est largement, je suis bon client, je m'attendais pas vraiment à accrocher et finalement ça l'est. Il y a beaucoup de trucs à dire et il faudrait que je digère pas mal de choses pour faire un truc convenable, cohérent. Mais sinon c'est, ouais, pas mal, je m'y attendais pas vraiment. Je m'attendais pas du tout en fait. Donc voilà, ce sera tout pour moi pour Skeleton Crew, troisième épisode. Donc juste tout le monde, à la semaine prochaine.